Tu les vois partout où tu vas, sur ton smartphone et ton ordinateur, sur les murs des immeubles et même sous tes pieds. Ils ont envahi toutes les sphères de ta vie. Et d'ailleurs, tu les as laissés faire tranquillement. Les Lego. Ces petits morceaux de plastique sont partout et les enfants les adorent. Attends, quoi? C'est des logos, pas des Lego. Oups, je me suis trompé. Très bien, pardon, on recommence. Logo. Quel secret cache-t-il? Et comment se fait-il qu'il soit si omniprésent? Tout a commencé à l'époque de l'ancienne Égypte. Allez, viens, je vais t'y emmener. Et voilà. À l'époque, les gens utilisaient des hiéroglyphes pour communiquer. Au lieu de lettres et de mots, ils faisaient des dessins pour s'exprimer. Logiquement, ils marquaient les choses qui leur appartenaient avec un ensemble de symboles. Et c'est ainsi que sont apparus les premiers logos. Mais les Égyptiens ne se contentaient pas d'écrire « propriété d'Imhotep » sur n'importe quoi. C'étaient de grands artistes, et leurs œuvres étaient très symboliques. En fait, le système de cadre qu'ils utilisaient pour leur peinture est toujours en vogue dans les logos des entreprises d'aujourd'hui. On remonte un peu dans le temps jusqu'à la Grèce antique, vers 500 avant Jésus-Christ. Tu te retrouves dans la demeure d'un riche marchand. Ne t'inquiète pas, il ne peut pas te voir. Regarde la lettre qu'il écrit. Tu vois ce petit truc en pierre sur son bureau? C'est un sceau. Il est fait avec un morceau de quartz et porte l'image d'un cheval et un nom gravé dessus. Le marchand termine d'écrire, verse de la cire sur le papyrus et appose son sceau. Maintenant, peu importe où finira cette lettre, tout le monde saura qu'elle a été écrite par, voyons voir, A. Pius Augustus. Jamais entendu parler de lui. Quoi qu'il en soit, ces sceaux sont en fait les ancêtres des logos d'animaux qui existent de nos jours. Très bien, continuons vers l'Europe du Moyen-Âge. Tu connais la ville ? Bien sûr que non, elle est encore trop petite. Et pourtant, tu es dans le Paris du XIVe siècle. Il est bien trop tôt pour admirer la célèbre tour Eiffel, mais je t'ai fait venir ici pour autre chose. Regarde ce bouclier sur les portes là-bas. Il y a un bateau sur un fond rouge et des fleurs dorées sur un fond bleu. C'est le blason de la ville, et on peut dire que ces signes sont les logos de l'époque médiévale. Chaque maison et chaque ville respectable avait ses propres armoiries. Celle de Paris, par exemple, symbolisait son commerce fluvial, accordé par le monarque, d'où le bateau et la fleur de lys dorée, symbole de la royauté. Les images étaient utilisées en héraldique, car au Moyen-Âge, la majorité des gens étaient analphabètes. Seuls les moines et les aristocrates savaient lire et écrire, et ils ont donc trouvé un moyen de montrer à tous qui était le chef. Plus tard, voyageons un peu plus loin, les villes sont devenues plus importantes et les gens sont partis des zones rurales où ils vivaient de la terre vers les zones urbaines. Ils ne pouvaient plus cultiver ou fabriquer tout ce dont ils avaient besoin. Alors, des spécialistes du commerce sont apparus. Ils avaient besoin de s'identifier et comme la plupart des gens ne savaient toujours pas lire, ils ont eu recours à des dessins. Ce poteau rayé te semble-t-il familier? Eh bien, il devrait. C'est un salon de coiffure. Ces ciseaux en métal qui pendent là-bas, c'est celui d'un tailleur. Une enclume? Tu as deviné, c'est un forgeron. Mais ce qui a vraiment changé le jeu, c'est l'imprimerie. Et voilà. Hé, ça va? Tu as la tête qui tourne? Respire profondément, ça va passer. D'accord, c'est bien. Tu vois ce monsieur là-bas? Il s'appelle Johannes Gutenberg. Et c'est l'homme que nous devrions tous remercier pour les journaux et les livres papier. Au début, ces derniers étaient imprimés et diffusés uniquement pour leur contenu. Mais les marchands de journaux ont rapidement vu une opportunité pour gagner de l'argent grâce à la publicité. Un cordonnier qui voulait devenir plus connu a payé pour mettre son nom et sa signature dans un grand journal. Et ça a été le début des logos de l'ère moderne. Maintenant, prépare-toi, nous allons faire un nouveau bond dans le temps. Nous sommes au milieu du 19e siècle et l'industrialisation est à son apogée. L'imprimerie est devenue une chose courante et les impressions en couleur ont fait leur apparition partout. Les entreprises, grandes et petites, l'utilisent à leur avantage et ont inventé des publicités afin d'attirer l'attention. Seulement maintenant, ce n'est plus seulement des noms. Elles ont carrément créé des marques et ont besoin de les mettre en avant d'une manière ou d'une autre. L'un des premiers à le faire a été Coca-Cola. Et sache que son logo demeure inchangé depuis l'époque. Le choix de la couleur n'est absolument pas le fruit du hasard. Aujourd'hui encore, on peut voir de nombreuses entreprises utiliser le rouge dans leurs marques et logos. Le rouge attire immédiatement l'attention. On l'associe à plusieurs choses à la fois. Le cœur rouge est un symbole d'amour et de compassion. La croix rouge est connue dans le monde entier comme le symbole de la médecine. Et un feu rouge signifie que tu dois t'arrêter et attendre. Les animaux et les insectes utilisent également cette couleur pour éloigner les prédateurs ou attirer leurs compagnons.
C'est comme cela que les marques ont pris l'idée et ont peint leur logo en rouge eux aussi. Car en voyant quelque chose de rouge, même du coin de l'œil, on tourne instinctivement la tête et on le regarde. Quoi qu'il en soit, au début du XXe siècle, les logos sont devenus monnaie courante et même les organisations non commerciales ont adopté l'idée. Prends par exemple le logo des Anneaux olympiques, qui symbolise l'unité des 5 continents. Mais le véritable essor des logos a eu lieu dans les années 1950, lorsque Paul Rand, la légende des graphistes, a laissé exploser son génie et a créé le logo emblématique d'IBM. Depuis, les symboles sont apparus partout. Couleurs, signes, icônes, tout ce qui a un autre sens que le littéral s'est introduit dans de nombreux logos. Je t'ai déjà parlé de la couleur rouge, mais sache aussi que l'on utilise le bleu pour inspirer de la confiance. Pas étonnant que de nombreuses compagnies d'assurance l'aient intégré dans leur logo. Elles veulent que leurs clients aient confiance en elles. Les banques et autres organismes financiers y recourent beaucoup aussi. C'est aussi la couleur de l'étoile de la vie, l'étoile à 6 branches, que l'on peut voir dans les ambulances, surtout aux États-Unis. Le vert est la couleur universellement acceptée pour symboliser la nature, ce qui est assez logique. Les organisations qui se consacrent à la protection de l'environnement essaient d'utiliser au moins quelques éléments verts dans leur logo. Et même le mot vert lui-même est devenu un symbole de sécurité pour la planète. La couleur verte se voit aussi souvent chez les entreprises qui encouragent un mode de vie sain. Certaines entreprises aiment aussi avoir des symboles cachés. Si tu regardes le logo du Tour de France, par exemple, tu ne verras sans doute pas l'image cachée d'un cycliste si on ne te le dit pas. Amazon a une belle flèche qui va de la lettre A à la lettre Z, ce qui signifie non seulement que tu peux commander tout ce que tu peux t'imaginer, mais aussi que tu seras heureux de ton achat. La flèche forme aussi un sourire. Wikipédia a un logo qui regroupe plusieurs langues du monde dans un puzzle, mais il n'est pas encore fini, ce qui montre que l'encyclopédie n'est jamais complète. Eh bien, il y a beaucoup d'autres exemples curieux de marques et de logos desquels tu te souviens ? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. Enfin, il y a ce logo qui a une ampoule électrique allumée que je vois tout le temps sur YouTube. Ça me donne envie de cliquer dessus pour une raison quelconque. Et toi ? Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.